Merci, bonjour amis téléspectateurs de Harmonie TV et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Khadim Fall Bamba. Il est l'auteur de Les Échos du commun, ce récit qu'il a produit il y a un moment. Aujourd'hui, nous avons le privilège de l'accueillir sur Harmonie TV pour parler avec lui de son parcours, mais parler avec lui également de cet ouvrage qui vient de paraître. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour, Chédé. C'est un plaisir de vous recevoir à Harmonie TV. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes jeune, mais déjà vous êtes ingénieur en planification économique et gestion des organisations. Et vous êtes également entrepreneur. Vous avez marqué une marque de vêtements que vous avez intitulée BEA, Bamba Élégance Africaine. Et c'est vous qui confectionnez cette tenue que vous portez. Vous m'avez aujourd'hui habillé aussi. Et qu'est-ce que ça vous fait pour commencer de cumuler l'aspect professionnel et également l'entrepreneuriat? D'accord. Merci beaucoup, Abdoulaye, et merci également pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. Je dois dire que je ne sens pas de cumul dans ce que je fais parce que chaque domaine où j'interviens relève de ma passion. Et donc, comme c'est une passion et que ça émane du même cœur qui est le mien, je considère juste que j'ai à la fois plusieurs mais. Vous avez raison. Mais je pense que c'est des secteurs qui peuvent aller ensemble et qui, en aucun moment, n'ont eu d'influence sur l'un ou sur l'autre. Ce qui fait que je continue de le faire avec un très grand plaisir. L'entrepreneuriat a toujours été une passion pour moi. Les projets également, c'est mon domaine d'études, mais également l'écriture a toujours été à côté de moi, ce qui fait que c'est facile. Alors, vous, à côté de ça également, vous êtes dans l'engagement communautaire. Je rappelle que pour votre parcours, c'était d'abord le cursus, n'est-ce pas, à Yembel, au CM Mme Diop. Tout à fait. Ensuite, à Limamoulaye, vous avez ensuite rejoint l'université avant d'aller à l'ENEA. C'est à l'ESEA ou ENEA? ENEA, actuel ESEA. ENEA, actuel ESEA, donc pour apprendre justement à être ingénieur en planification économique. Mais actuellement, je disais que vous faites également dans l'engagement communautaire, oui. Vous êtes dans des organisations. Que pouvez-vous nous dire à ce niveau? Oui, je travaille donc au sein des organisations et qui parle d'organisation aujourd'hui parle de projets et donc les projets ont tendance à intervenir un peu dans les communautés les plus reculées, notamment les communautés qui sont dans l'extraction minière. Donc ce qui fait qu'on est souvent ensemble avec les femmes, les jeunes, mais également les jeunes filles pour les aider un peu dans la scolarisation. Pour les femmes, c'est plus dans l'autonomisation économique, pour un peu combattre tout ce qui est violence basée sur le genre, mais également donner beaucoup plus de pouvoir à ce sexe-là qu'on considère comme étant le sexe faible, quelquefois. Alors c'est ça qui va nous conduire à entrer maintenant dans les échos du commun. Le titre, quand on parle d'échos du commun, est-ce que vous avez été dans le commun? Je n'ai pas été personnellement dans le commun et je souhaite que ça ne se produise pas parce que j'aimerais assister à chaque étape de ma vie conscient de tout ce qui se passe, contrairement à ceux qui sont dans le commun, qui très souvent ne savent pas ce qui se passe autour d'eux ou n'arrivent pas à intervenir avec les éléments externes de leur environnement. Je n'ai pas été dans le commun, mais j'ai quand même eu à côtoyer des personnes qui l'ont été et qui m'ont transmis leurs échos. Alors, vous avez pu prendre les échos, vous m'excusez de vous tutoyer, vous avez pu prendre les échos maintenant chez ces personnes-là. Et là, vous parlez de Massamba, qui est votre personnage principal. Oui. Et à travers Massamba, vous nous donnez les échos du commun. Mais comment présenteriez-vous peut-être Massamba pour nos téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de lire ce livre? Massamba est peut-être présenté comme un fils unique qui est issu d'une famille assez modeste, avec une mère un peu battante, mais un père qui a tendance à fuir ses responsabilités. On verra en lui également un homme qui a toujours suivi le système tel que tracé par ses parents, par l'État, par le pays, par la communauté. Donc un enfant sage qui manque un tout petit peu de courage en ce qui concerne la prise de responsabilité dans certaines étapes de sa vie, ce qui a fait que certaines choses lui ont arrivé plutôt que d'autres dans le livre, mais c'est également un jeune docteur qui n'a vraiment pas eu le temps de savourer sa jeunesse à cause d'un père un peu irresponsable, on va dire. Et justement, vous présentez la mère de Massamba comme étant résiliente, oui. Et vous associez peut-être cette résilience à de la naïveté, mais vous présentez son père
comme un vrai démon, pour vous citer. Pourquoi ces caricatures? Pour moi, ce qui explique un peu ces caricatures, c'est dû au fait qu'un père, ça doit être un héros aux yeux de son enfant. Quelqu'un qui est censé protéger la famille contre les dangers extérieurs. Mais si le père en lui-même représente le danger de la famille, il devient tout simplement un démon. Et donc l'enfant n'ayant pas de refuge va aller du côté de sa mère. Sa mère qui manque de moyens, qui en plus est faible, que la société ne donne pas assez de pouvoir, est obligée d'avoir une certaine capacité de résilience. Donc cela peut ne pas être sempiternel dans la mesure où si elle n'a pas une figure paternelle qui la soutient, ça ne va pas réussir. Mais le père a un peu fui ses responsabilités. Et très souvent, face à la pauvreté, au lieu de se battre, au lieu de travailler dur, il a préféré utiliser certaines substances pour être hors de la réalité. Mais la réalité finit toujours par nous rattraper. Alors, j'aimerais pas peut-être plonger au cœur de l'ouvrage pour peut-être empêcher à ceux qui n'ont pas encore savouré ce plaisir, mais on va peut-être parler maintenant des thèmes que vous avez évoqués. On vous voit par exemple évoquer, n'est-ce pas, à travers votre personnage Cheikh Ibra Dembélé, l'attitude de certains jeunes qui peut-être préfèrent souvent quitter par exemple le pays, et vous faites dire à votre personnage, je vous cite, que ces jeunes sont dénudés de patriotisme. Dénudés de patriotisme, oui. Et je spécifie bien ces jeunes-là. Partir, travailler, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut bien évidemment le faire pour découvrir, il faut le faire pour avoir d'autres horizons dans sa vie, etc. Partir, c'est toujours bien, mais avec la manière. Lorsqu'on se retrouve à insulter le pays auquel on appartient, lorsqu'on n'aime rien qui touche à ce pays-là, bien que ce pays-là soit pauvre, pour moi, quelquefois, on est dénudé de patriotisme. Il faut aimer son pays, il faut porter les drapeaux de son pays partout où on va. Il faut aimer le voyage quand on a les moyens de voyager. Mais quand on veut voyager à tout prix parce que pensant qu'il n'y a aucune opportunité qui est disponible dans le pays qu'on appartient, on devient un homme dénudé de patriotisme et tout le monde ne peut pas partir. Alors tout le monde ne peut pas partir, mais on sait que souvent avec les conditions qui sont difficiles, vous avez tenté de peindre cette situation à travers peut-être Cheikh Massamba qui disait que lorsqu'il était sorti, il était difficile pour lui de trouver un emploi malgré 8 années passées à l'université. Et en ce moment, vous êtes en train de montrer peut-être des choses qui se passent réellement dans notre société, mais vers l'autre côté également, vous invitez les jeunes peut-être à essayer de trouver des initiatives. Comment en tout cas faites-vous comment comprendre peut-être cette perception? Oui, parce qu'on se retrouve avec deux personnages qui sont dans deux positions différentes. Et aujourd'hui, c'est comme à l'image des jeunes, hein, quand vous mettez dans la rue, vous les interviewez, vous verrez que chaque jeune dans sa situation a raison quand il argumente. Automatiquement, vous vous dites, ah, ça c'est raisonnable, c'est acceptable. Pour celui qui a fait des années à l'université, qui a subi une formation qui n'est pas pratique, mais carrément théorique, il n'est pas opérationnel dans le milieu professionnel. Et donc, il peine à trouver un emploi digne de ce nom parce qu'il n'est pas employable. Et donc, pour l'autre, qui, malgré les efforts qu'il a fait à l'université, n'arrive pas donc à réussir, on peut dire que c'est difficile. C'est-à-dire que le système éducatif n'a pas préparé les jeunes à entrer dans le milieu professionnel dès l'instant qu'ils terminent leur formation, parce que, comme je le disais, la formation n'est pas du tout opérationnelle. Mais par ailleurs, certains ne font même pas cet effort d'aller vers les formations et on n'utilise pas ce qu'on appelle les acquis. Aujourd'hui, malgré la pauvreté, nonobstant les difficultés quotidiennes que l'on rencontre, il y a de la matière, il y a des acquis, il y a des choses que l'on peut exploiter. Et si certains jeunes sont en train de réussir cela, si d'autres ne le font pas, on dira simplement que c'est de la paresse. Et il faut oser le dire. Parce que souvent, quand on est jeune, on a le sang chaud, on est tout le temps dans la revendication. Voilà, c'est la fougue de la jeunesse. Mais très souvent, on a envie de quelqu'un qui nous pointe du doigt pour nous dire qu'après les parents, après Dieu, après la société, et toi, quelle est ta responsabilité? Et vous avez pointé du doigt également d'autres tares de nos sociétés. Vous avez parlé des marabouts, par exemple. Oui. Et j'ai ri quand je vous ai lu écrire « Jeune homme », et c'est le marabout qui parlait, ton ami court, long, gros,
mince te fatigue. Oui, parce que les marabouts, quelquefois, certains marabouts, je vais dire, font de la loterie. Face à un jeune désespéré, quand vous lui dites que ton ami long, là, un peu court, qui est mince mais gros, il t'en veut, automatiquement, étant jeune, tu es en train de chercher ton ennemi dans ta tête. C'est pourquoi, dans les statuts WhatsApp ou sur les réseaux, les jeunes affichent toujours « mes ennemis ». Parce qu'on pense toujours que ce qui nous arrive est dû au fait de quelqu'un d'autre. On ne se pointe jamais du doigt. Et donc, les marabouts ont malheureusement tendance à utiliser cette désespérance-là contre nous. Et donc, nous font donner de l'argent qui pourrait être utilisé pour investir dans un domaine. Et justement, ils demandent à Massamba de donner en aumône, je sais pas, des vaches, oui, de pelage noir, Massamba etc. qui n'a pas d'argent en plus. Et Massamba, il lui dit par exemple que quelqu'un qui arrive à peine à se payer le petit déjeuner, comment il peut. Et ça, peut-être, c'est des choses que vous êtes inspiré réellement de faits sociaux. De faits sociaux. Plusieurs fois, des marabouts te disent des choses, te font payer de l'argent, tu le fais, tu fais des efforts, mais ça, tu ne fais pas d'efforts, mais tu fais ce que le marabout te demande de faire, ça ne réussit pas. Quelquefois, également, ça réussit. Et malheureusement, pour certains qui arrivent à réussir, automatiquement, tu penses que tout ce qui t'arrive est dû aux prières de ce marabout. Et finalement, tu finis par ne faire aucun effort. À chaque fois que tu es dans le dilemme, tu vas aller voir le marabout parce que tu penses que c'est lui qui est en train de décanter les situations dans ta vie. Quelquefois, tu ignores même tes compétences, ton mérite. Pour toi, tout est dû aux prières de ce marabout-là. Et ce n'est pas toujours le cas. Et vous êtes également sensible aux contraintes que subissent certaines femmes, notamment celles qui, une fois le mariage, n'arrivent pas forcément à avoir un enfant. Et vous avez donné à travers votre personnage Jojo. Je sais que moi, connaissant Jojo, elle ne serait pas peut-être contente de cette représentation sur le personnage, mais vous montrez à travers elle que la société parfois impose des choses difficiles aux femmes. Oui, et il faut être honnête pour le reconnaître. En tant qu'homme, nous avons plusieurs chances que les femmes n'ont pas forcément. On a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup de pouvoir que les femmes n'ont pas forcément. Et ça peut être considéré comme, je pourrais prendre un exemple, deux personnes qui sont au fond d'un puits et qui tentent de sortir de ce puits-là. À chaque personne, on lui donne une échelle pour gravir et donc arriver à sortir. Donc il y a un homme et il y a une femme. Pour l'homme, qu'est-ce qui se passe? L'homme a son échelle qui est parfaite, hein, et l'homme a quelqu'un en haut qui est en train de l'encourager pour lui dire « on n'attend que toi, il n'y a que toi qui est capable de nous sauver ». Et il a cette énergie-là. Malgré les difficultés, il va gravir et il va réussir. Par contre, la femme qui est en bas, qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'arrive pas à respirer. Et donc, elle a un appareil qui lui procure de l'oxygène. En même temps, elle n'a pas quelqu'un qui le supporte et elle doit gravir. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui font que cette course-là n'est pas équitable. Donc, les femmes et les hommes n'ont pas forcément les mêmes chances, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus en retard que les hommes. Bien que ça commence à changer parce que certains hommes commencent à comprendre que pour faire une société, il faut le faire à deux. Il faut le faire à deux. Et justement, on va rester dans ça. Vous avez parlé également du baptême et de tout ce qui se passe avec comme artifice, comme également préparatif, qui parfois fatiguent, mais également sont des occasions de gaspillage. Et là, vous semblez peut-être pointer du doigt un des défauts de notre époque. Quel message voulez-vous lancer à ce niveau? Et là aussi, j'en reviens. C'est un peu peut-être le paradoxe dans ce roman. Même quand je te défends, à un moment donné également, je suis obligé de te pointer du doigt. Et là, c'est la femme également. Malgré les difficultés qu'elle rencontre, les chances qu'elle n'a pas, elle ne saisit pas un peu les enjeux une fois qu'elle a de l'argent entre ses mains. Au lieu d'en faire quelque chose d'utile, elle gaspille beaucoup plus parce qu'elle se fie au regard de la société, aux considérations, à la pression sociale, aux impressions de la communauté. Ce qui fait qu'elle fait du m'as-tu vu, elle a tendance à gaspiller dans les cérémonies. Et ça a tendance à nous retarder en tant que société de façon générale. Pendant que l'homme, lui, pense à investir, à dépenser peu sur son physique et autres, la femme en dépense beaucoup plus. Et il faut être regardant sur ce côté-là. Vous avez essayé de peindre cela également quand vous disiez justement que déposé par une voiture décorée de fleurs, la vedette du jour fit son défilé. Au milieu d'une foule bouillonnée de gaieté, Aziz Niane, le caméraman, se courbait et se redressait pour ne rien rater et suivait minutieusement la reine du jour qui avait battu ce jour-là tous les records d'élégance et de beauté.
Et c'était comme une course pour les femmes. Quand tu organises une cérémonie, tu tiens même en compte ce que portent les invités. Personne ne doit porter la valeur de ce que toi tu as porté parce que tu es la vedette du jour. Oui, peut-être que les femmes ont raison de faire ça ou de se considérer comme telles, mais quelquefois, encore une fois, il y a des façons très simples de célébrer ce qui nous arrive dans la vie. Et on doit comprendre de façon générale que ce n'est pas que dans les baptêmes ou dans les mariages qu'on doit célébrer des succès ou des réussites. Il y a beaucoup plus important. J'aurais été d'accord si on gaspille tout ça pour célébrer un diplôme qui a été obtenu, un nouveau poste, pourquoi pas, ou bien un marché qu'on vient de gagner. Il y a beaucoup d'autres victoires qu'on peut célébrer autrement et ne pas toujours le mettre dans des choses très, c'est pas terre à terre, mais très logiques qui arrivent forcément dans la vie de quelqu'un, tomber enceinte, avoir un bébé, se marier, etc. Ce ne sont pas des victoires. Les vraies victoires, c'est ce qu'on fait à la force de notre main ou de notre intelligence. Et ça, peut-être, c'est également une manière de dire que le combat pour la femme, ce n'est pas seulement de crier oui, justice, égalité, mais il faut également que dans l'attitude des femmes, qu'on sente quand même. Il y a de l'engagement, il y a une certaine prise de conscience, et qu'au-delà des revendications, il y a également des actions. Alors, on va revenir avec Massamba, puisque c'est de lui, en tout cas, c'est autour de lui que tourne ce récit. Mais Massamba, vous le présentez surtout comme étant quelqu'un qui a dû faire face à beaucoup d'épreuves, notamment à cause de son père. Et au moment où il pensait s'être débarrassé de lui, le père revient. Pourquoi vous avez, et là je salue votre plume, vous avez une de ces plumes, pourquoi vous avez dans l'écriture préféré incorporer des personnages jusqu'à peut-être parfois faire oublier un peu Massamba, mais le faire revenir? Comment est-ce que vous avez fait dans le processus de création de ce récit-là? Peut-être que ce qui nous a aidé un peu, c'est d'avoir commencé par la fin du livre. Donc quand vous lisez le livre, vous voyez qu'on commence par la fin et après on raconte quelles sont les péripéties qui nous ont permis d'en arriver là. Et donc, il y a une histoire qui tourne autour d'une personne. Et si vous voyez, tous les autres personnages, par exemple, rôdent autour de Massamba. Pour Cheikh Ibra, par exemple, c'est l'ami intime de Massamba. Pour Jojo, par exemple, c'est la femme de Cheikh Ibra qui lui, est l'ami de Massamba. Pour Cathy, c'est la femme de Massamba. Pour la maman, etc., etc. Donc, Massamba ne pouvait pas sortir du livre ou être oublié, dans la mesure où tout tourne autour de lui. Mais c'est un roman et chaque personnage a une histoire qui est un peu différente. Il fallait donc ouvrir des brèches tout en gardant le fil et donc la fin nous aider un peu à revenir sur notre objectif de départ. Alors, et le père de Massamba, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez vraiment montrer à travers ce personnage-là? C'est une conscientisation. Les pères pensent que seuls les mamans doivent donner de l'affection aux enfants. Qu'en tant que père, en tant qu'homme, notre responsabilité, c'est de sortir le matin à l'aube, aller trouver de quoi donner à la famille. On revient, on leur donne, on a fait notre rôle de père. Alors qu'au-delà de l'aspect pécuniaire, il y a également toute cette affection-là, l'écoute active qu'on doit cultiver au sein de la famille, pour que l'enfant puisse sentir qu'il y a un protecteur derrière, qui non seulement me protège moi, mais protège également ma mère. C'est de dire au papa que parfois l'affection vaut 1000 fois plus que l'argent qu'on octroie. Parce que tous les papas ne sont pas forcément riches, mais tous les papas détiennent un cœur. Et donc il faut savoir l'utiliser parfois dans la famille. Parfois même en ignorant très souvent notre enfant, on finit par être considéré comme le mauvais parent, alors qu'au fond, on ne l'est pas. Le sourire qu'on gaspille à l'extérieur, l'attention qu'on porte aux gens qui sont à l'extérieur, parfois, on ne se rend pas compte qu'il y a un enfant à côté qui en a plus besoin. Il faut qu'on lui donne. Mais d'où vient cette conscience de père? Vous n'êtes pas encore père? Je ne suis pas encore père, mais j'ai connu des pères. Et j'en ai. Donc, vous avez connu un père qui peut-être vous a inspiré. Et à travers le personnage du père de Massamba, on comprend ce message que vous voulez lancer, comme quoi, ok, il est vrai qu'on connaît toute la fougue qui accompagne peut-être l'attitude des pères, qui se disent qu'ils doivent être durs, etc. Mais ils ont également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont un cœur et ils doivent montrer de l'affection. Mais on va également parler un peu de vous et de la décision, n'est-ce pas, de publier ce récit. Vous êtes encore jeune, comme tout le monde, vous pouviez peut-être vous dire que ok, j'attends, mais vous avez décidé de travailler sur ça minutieusement et de publier. Pourquoi cette décision? Pourquoi ce courage de participer déjà à l'œuvre d'écriture? J'ai toujours écrit.
depuis tout petit. Et à un moment donné, il fallait que ce qu'on écrive puisse sortir. J'ai déjà participé à 2 anthropologies, des recueils de poèmes que j'ai écrits avec Dalal Slam, mais également avec le collectif Parlons Poésie. Et sur ce livre également qui était bouclé pratiquement depuis 2020, à chaque fois, les gens quand même autour de moi m'interpellaient sur la nécessité voilà, à quand le livre. Mais ce n'est pas ces à quand là qui m'ont poussé à le faire, ça aussi il faut le dire. Il ne faut pas juste vouloir publier pour le plaisir de publier. Il fallait attendre que les choses se concrétisent avant d'en faire un roman. Et comme nous avons beaucoup d'idées, beaucoup d'histoires dans la tête qu'il faut publier, il faut que ça commence par une histoire. Et on s'est dit que ça pourrait être un coup de pouce. Et on voit également que l'œuvre est préfacée par Dr Ndongo Mbaye, que l'on connaît, qui est, en tout cas, qui n'est plus à présenter quand on parle de poésie, quand on parle de lettres, quand on parle également de lecture, qui est un passionné vraiment il est exceptionnel, voilà, et assez ouvert, très modeste. Quand il communique avec vous, vous avez comme l'impression que Dr Ndongo a le même âge que vous. Donc c'est un homme exceptionnel qui me parle. Et ça a été un plaisir pour moi qu'il ait préfacé ce livre-là. En plus, c'est quelqu'un de très respecté, donc ce n'est pas n'importe qui, c'est une marque. Ce n'est pas n'importe qui, et dès qu'on voit préface de Dr Ndongo Mbaye, on sait donc que lui, il ne verse pas dans l'écriture facile, donc on sait qu'il y a de la qualité dans l'ouvrage. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et vous êtes également passionné d'art oratoire, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vais le rappeler, vous avez participé à l'anthologie de Cris et d'encre, vous avez également vous avez été champion régional de Dakar en slam et poésie, et jusqu'à présent, on vous voit parfois prendre le micro en plus de la plume. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est un plaisir pour moi de partager le pouvoir qu'ont les mots parfois. Et cet art-là, comme le slam, peut être souvent un moyen pour passer des messages, mais également faire comment on veut dire, sa passion. Depuis le lycée, j'ai toujours participé à des compétitions d'art oratoire et ça a toujours été un plaisir de voir un public devant vous qui vous écoute, qui accorde de l'importance à ce que vous dites et qui parfois a tendance à les retenir. Donc les mots ont un pouvoir. Si vous avez la capacité, la prestance et l'élégance de donner le pouvoir à ces mots-là, c'est toujours un plaisir de le faire. Et on continue également de le faire d'une certaine façon. Et on sait également que ce soit le slam ou encore la poésie, surtout le slam, c'est quelque chose maintenant qui est de plus en plus, n'est-ce pas, les jeunes élèves versent dans le slam actuellement. Et peut-être vous faites partie de ceux qui ont commencé, n'est-ce pas, à faire la promotion de cet art. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez vos jeunes petits frères, n'est-ce pas? Je suis très content et je suis très fier également parce qu'à l'époque, quand j'en faisais sur les réseaux sous format vidéo, les gens ne pensaient pas que c'était possible. Pour certains, il y en a que c'est ce qui en faisait sous forme de clips vidéo comme ça, mais des vidéos très amateurs, libres, où on le fait chez soi, on partage sur les réseaux et ça sonne parfaitement bien. Après, tu vois qu'il y a une vague de jeunes qui s'intéressent dans ce domaine-là, ça ne peut être qu'un plaisir parce qu'aujourd'hui, tout se challenge. Donc, si tu fais partie de ce lot de personnes-là qui ont participé à vulgariser des choses positives que les gens sont en train de challenger, tu n'as pas honte de le raconter sur un plateau comme ça. Par contre, si c'était quelque chose d'autre, quand on va demander, mais qui a commencé cette bêtise-là, tu n'as pas levé la main du tout. Donc, c'est une fierté. Alors, peut-être un jour, quelqu'un dira que ce livre qui est le vôtre est son meilleur livre. Ouais, mais vous, pourquoi pas. Monsieur Fall, quel est votre meilleur livre? Quel est l'ouvrage qui vous marque le plus? C'est le meilleur livre de plusieurs personnes parce que j'ai perdu beaucoup de temps à lire le livre et à faire lire le livre. Une si longue lettre de Mariama Ba. Et quelquefois, dans le livre également, en écrivant, j'ai été inspiré par elle. Je me suis dit, elle a écrit son livre, mais elle a fait passer le livre à travers un canal, la lettre. Comment moi je peux écrire mon livre, je connais mon histoire, mais comment je peux le faire passer sur un autre canal différent de « Il était une fois, je vais vous raconter », etc. Et je me suis dit que si Mariama Ba a fait passer le livre sur une lettre, je peux le faire passer à travers le comment. Une si longue lettre de Mariama Ba. À un moment donné, en lisant votre livre, je me disais qu'il y a plusieurs passages où vous faites, en tout cas, où vous essayez de montrer ce qui se passe dans notre société. On sent qu'il y a cette volonté. Quand on essaie de faire le parallélisme entre l'époque où elle a vécu,
c'était pas longtemps du tout, et l'époque où on vit, il y a des ressemblances encore dans notre société, mais il y a des évolutions, il y a des choses qui n'ont pas changé. Tout à fait. Aujourd'hui, quand maintenant vous avez fini d'écrire votre livre et que vous pensez maintenant à une sur longue lettre maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Êtes-vous fier de vous, d'avoir... Oui, quelquefois, je peux dire que je ressens une certaine fierté, bien qu'on n'égalisera jamais ce chef-d'œuvre-là de Mariama Ba, qui a inspiré plusieurs personnes, mais qui a été écrit vraiment avec une plume magnifique et extraordinaire. C'est quand même une fierté pour nous. Et on se dit, oui, comme vous l'avez dit, il y a une évolution, mais il y a des choses qui n'ont toujours pas changé. Le comportement de Modou Fall, on peut le retrouver quelquefois sur le père de Massamba. Hein, le comportement des femmes également à l'égard des cérémonies, là, on peut les retrouver dans ces femmes qui sont décrites dans le livre. Même si la technologie est venue, hein, certains aspects environnementaux ont dû faire des changements, certaines lois existent maintenant, les hommes ont vraiment beaucoup de travail à faire sur eux. Alors, merci beaucoup donc pour ces éclaircissements. On va faire un retour, avant de finir cette émission, on va faire un retour sur le livre. Je disais que lorsque Massamba, il pensait s'être débarrassé de son père, le père va revenir, mais sous une autre forme, maintenant avec, n'est-ce pas, sa femme. Là, comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré à remettre maintenant le père de Massamba au centre de sa vie de façon aussi négative? Il y a deux choses auxquelles j'ai pensé. C'est qu'on ne se débarrasse jamais de notre père. Aujourd'hui, le père, c'est cette personne-là qui, dans ta vie, t'accompagne, qui, même quand il meurt, il continue de t'accompagner. Tu vois des enfants sur les médias qui vont aller vers la revendication pour avoir l'héritage du père. Il faut que ton père te donne son héritage. Quand tu dois faire certaines choses, certaines étapes dans ta vie, il faut l'aval du père. Si c'est une femme, quand on doit, par exemple, te donner en mariage, on a besoin de cette figure paternelle qui te suit. Donc, le père doit être impérativement quelqu'un de bien, parce qu'il est toujours présent dans ta vie. S'il est mauvais et toujours présent dans ta vie, ça veut dire qu'il va gâter ta vie du début à la fin. Autant donc qu'il soit un ange gardien qui va te suivre et qui t'apporte des ondes positives. Donc c'est pour dire que Massamba ne peut pas se débarrasser de son père. Aujourd'hui, certains enfants, par exemple, vont se révolter quand ils ont des difficultés avec le papa et vont dire que je vais me débarrasser de lui. Je vais lui montrer que je peux me développer sans lui, etc. Mais on se rend compte que tôt ou tard, il y a une étape de ta vie où tu as besoin de cette figure paternelle-là, mort ou vivant. Et donc, autant que cette personne-là soit quelqu'un de bien à côté de toi. C'est pourquoi, en partant, Massamba ne savait pas que son père lui a laissé une séquelle qu'il va finir par découvrir à l'hôpital. Quand il pensait avoir une bonne nouvelle, il en a reçu une très mauvaise par contre. Une très mauvaise à travers cette lettre, n'est-ce pas? De Cathy. Voilà, de Cathy. Et à la fin de la lettre, Massamba va dire, et c'est les dernières phrases, n'est-ce pas, du livre, il va dire « Pourquoi moi, je m'interrogeais, c'est quand j'ai fini de lire la lettre avec des larmes aux yeux que j'ai foncé tout droit vers un mur, submergé, possédé par cette horrible nouvelle. Je cognais ma tête contre le mur jusqu'à tomber au sol, immobile, inerte. Je ne ressentais plus mon corps. Ce geste irréfléchi, maladroit, me mit dans le coma. » Et donc tout l'ouvrage, voilà en tout cas ce qui se passe, c'est que les échos du coma sont d'abord présentés avant de montrer d'où est partie en réalité l'arrivée au coma. C'est ça, c'était comme une bande-annonce au début. Et donc on vous explique un peu l'histoire, comment l'auteur est tombé dans le coma. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après à son réveil? Est-ce qu'il va encore se réveiller, hein? Qu'adviendra-t-il de cet enfant qui va naître, de Cathy qui est partie? Comment il prendra soin? Si toutefois, lui, il se réveille, c'est au lecteur de continuer l'histoire. Et une question comme ça, est-ce qu'on peut s'attendre à la suite de l'histoire? Oui, il y a possibilité d'en faire tome 2, mais en attendant, il y a des tome 4, tome 5 que chaque lecteur devra créer dans sa tête d'abord. Alors, on attend le tome 2. Inch'Allah. On espère recevoir le tome 2 pour en parler encore. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir. Le plaisir est pour moi. Il m'a semblé juste incongru d'avoir quelqu'un comme vous et puis de seulement parler du livre sans parler peut-être de votre parcours, de vos activités. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. J'ai été obligé de me mettre dans la peau d'un journaliste qui interroge, mais je suis d'abord un petit frère. Je suis d'abord également
un enfant qui a été gâté par vous. Je pense que c'était depuis le CEM, ensuite le lycée. Et jusqu'à présent, on continue de tout partager. Et c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui comme invité. Le plaisir est partagé. On espère également, en tout cas, célébrer encore d'autres ouvrages, d'autres victoires. Et on espère également que tout cela participera à conscientiser la jeunesse et surtout à nous faire croire qu'il est possible de faire développer ce pays, de faire développer ce continent. Inch'Allah. Monsieur Fall, quel est votre dernier message avant que l'on se quitte pour cette émission? C'était un plaisir pour moi d'être là. Je suis vraiment ému et à la fois flatté, mais fier de savoir que je le fais avec vous et non pas quelqu'un que je n'ai pas connu. C'est toujours un plaisir. Donc, j'exhorte les gens à lire davantage, mais également à écrire, à donner de la valeur à l'écriture, mais également aux messages positifs qu'on divulgue un peu dans les réseaux. C'était un plaisir pour moi d'être là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout le plaisir est partagé. J'espère également que vous, chers téléspectateurs, l'émission vous a plu, que c'était également un plaisir de parler, en tout cas d'avoir des échos du comment, écrit par Khadim Fall Bamba. On espère vous revoir très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.